Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France, proposée par les Digital Doers en partenariat avec le One-to-One Expérience Client de Biarritz. Nous sommes le 30 août et voici les 5 articles au sommaire cette semaine. Une étude révèle l'importance croissante des influenceurs et des réseaux sociaux pour les commerçants en 2024, à lire sur Siècle Digital. Le groupe Schwartz, propriétaire de Lidl, fait une percée dans le cloud façon AWS, à lire sur Usine Digital. Shein est ému, continue de s'affronter devant les tribunaux, à lire toujours sur Usine Digital. Comment Boulanger compte donner plus d'ampleur à ses services d'économie circulaire, à lire sur République Retail. Et enfin, Ikea dévoile sa propre marketplace de seconde main, à lire sur e-commerce mag. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse éditée sur LinkedIn et qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Je vous souhaite donc une bonne écoute, évidemment, toujours sans coupure. Une étude révèle l'importance croissante des influenceurs et des réseaux sociaux pour les commerçants en 2024, à lire sur siècledigital.fr en date du 27 août. L'utilisation accrue des influenceurs et des plateformes de réseaux sociaux s'est avérée être une stratégie marketing déterminante pour les commerçants. Une récente enquête menée par Shopify révèle les tendances marquantes dans l'industrie, mettant en lumière le rôle crucial de ces outils numériques dans le commerce moderne. Les réseaux sociaux, un pilier pour maintenir les relations avec les clients existants. Selon une étude réalisée par Shopify auprès de plus de 13 000 participants, il est clair que les réseaux sociaux sont essentiels pour les commerçants. Près de 73% des marchands américains interrogés ont déclaré que l'engagement sur les réseaux sociaux était la stratégie principale pour maintenir de bonnes relations avec leurs clients actuels. En outre, d'autres approches comme les offres exclusives et les promotions, ainsi que le marketing par email personnalisé et les programmes de fidélité jouent également un rôle important, mais les réseaux sociaux restent au sommet de leurs priorités en matière de communication client. L'attraction de nouveaux clients grâce à des contenus organiques sur les réseaux sociaux. Les effets positifs des réseaux sociaux ne se limitent pas aux clients existants, ils sont également un outil puissant pour attirer de nouveaux consommateurs. L'enquête de Shopify indique que 52% des marchands américains considèrent que les contenus organiques partagés sur les réseaux sociaux étaient la méthode la plus efficace pour recruter de nouveaux clients au cours de l'année écoulée. Par ailleurs, 26% des répondants ont trouvé que les médias sociaux payants constituaient une autre avenue significative, suivie par le marketing par email et le référencement dans les moteurs de recherche. Cette diversité des canaux de marketing montre bien l'adaptabilité et la multiplicité des stratégies employées pour maximiser leur audience. Le rôle central des plateformes comme YouTube, TikTok et Instagram. Les plateformes médiatiques occupent une place prépondérante dans le domaine du marketing des influenceurs. Des services tels que YouTube, TikTok et Instagram sont devenus incontournables pour le commerce électronique. Par exemple, la fonctionnalité Shop de TikTok, qui connaît une montée en popularité aux États-Unis, facilite grandement les transactions commerciales via ses fonctionnalités virales. YouTube, quant à lui, a annoncé récemment l'expansion de son partenariat avec Shopify, incluant tous les marchands éligibles de Shopify Plus et d'autres catégories avancées aux États-Unis. Cela démontre la volonté de ces grandes plateformes de devenir des acteurs clés dans la transformation numérique du commerce. Tendance marketing influente pour l'avenir. Regardant vers l'avenir, l'influenceur marketing semble être une tendance persistante parmi les commerçants. Environ 41% des commerçants américains prévoient que le marketing des influenceurs et des créateurs sera le segment le plus important au cours de l'année à venir.
D'autres tendances notables incluent l'amélioration de l'utilisation des données clients pour créer des messages personnalisés ciblés. De nouvelles technologies telles que l'automatisation par intelligence artificielle et des événements expérientiels sélectionnés figurent également parmi les principales innovations attendues dans l'espace marketing. Bien que cette analyse n'ait pas pour but de conclure traditionnellement, il est évident que les influenceurs et les réseaux sociaux continueront à jouer un rôle essentiel dans le secteur commercial. Les commerçants doivent donc rester à l'affût des évolutions technologiques et des tendances marketing pour capitaliser sur ces outils et développer des stratégies efficaces. Les informations issues des enquêtes et des études servent de guide non seulement pour comprendre l'état actuel du marché, mais aussi pour anticiper les besoins futurs des entreprises en matière de marketing digital. Le groupe Schwartz, propriétaire de Lidl, fait une percée dans le cloud façon AWS, à lire sur usinedigital.fr en date du 29 août. Qui s'attendait à voir le géant européen du discount se tourner vers le juteux marché du cloud? Personne. Et pourtant, force est de constater que l'entreprise allemande Schwartz Group, propriétaire des 13 900 magasins Lidl et Kaufland dans le monde, est également un fournisseur de cloud de référence. C'est le Financial Times qui a vendu la mèche cette semaine, titrant « Comment Lidl s'est accidentellement attaqué au grand nom du cloud computing ». Au départ, il y a le besoin de développer une infrastructure interne pour le groupe Schwartz. Lancée en 2021, cette activité cloud, baptisée Schwartz Digits, avait pour but premier de répondre aux exigences du groupe en matière de souveraineté et de confidentialité des données, car ce dernier doit gérer de nombreuses données très sensibles, comme le rapporte le FT, notamment les modèles de vente des magasins, les calculs de prix, les informations sur les clients du programme de fidélité de Lidl ou les données personnelles de ses 575 000 employés répartis dans 32 pays. Le groupe de distribution allemand souhaitait en effet que ces données soient traitées et stockées exclusivement en Allemagne et en Autriche. Ne trouvant pas chaussure à son pied, le groupe Schwartz a donc opté pour la mise en place de sa propre infrastructure. Une filiale autonome et en pleine croissance depuis 2023. Une histoire qui n'est pas sans rappeler la trajectoire du géant du e-commerce Amazon qui avait commercialisé la capacité de calcul libre de ses serveurs aux prémices de son activité, ce qui avait amené son offre de cloud computing AWS pour Amazon Web Services, comme l'explique Werner Vogels, son directeur technique. Devenue une filiale autonome en 2023, Schwartz Digits possède aujourd'hui un portefeuille client qui ferait rougir certains fournisseurs cloud. L'éditeur SAP, le club de football du Bayern Munich ou le port de Hambourg font notamment partie de ses clients. Plus impressionnant encore, la filiale cloud a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de 1,9 milliard d'euros et emploie 7500 personnes. Schwartz Digits se présente désormais comme un rival plus que sérieux face à d'autres providers européens, OVH notamment qui n'a toujours pas atteint la barre symbolique du milliard d'euros, ainsi qu'Amazon, Google ou encore Microsoft qui n'ont pas l'avantage d'être européens. La division informatique et numérique propose ses produits et services aux entreprises du groupe Schwartz et aux clients externes, peut-on lire dans un communiqué sur les résultats financiers du groupe daté de mai 2024. Des investissements annoncés dans la pépite allemande de l'IA. Schwartz ne se repose par ailleurs pas sur ses lauriers. Les entreprises de Schwartz Group ont pris une participation dans Aleph Alpha, le premier développeur d'IA en Allemagne, afin d'intégrer des innovations techniques et d'étendre leur position en tant que groupe mondial de vente au détail de premier plan. Un investissement a également été réalisé dans Wire et sa solution de communication sécurisée et fiable apprend-on. Considérée comme une rivale sérieuse d'OpenAI, la start-up Aleph Alpha lève le voile sur sa dernière famille de modèles
de fondation qui comprend Faria 1 LLM 7B Control avec Aleph Alpha fait une entrée remarquée dans le monde de l'IA générative et semble prêt à se mesurer à ses concurrents européens comme outre-Atlantique. Jouant la carte de la souveraineté technologique, la start-up s'adresse donc aux entreprises, mais aussi et surtout aux institutions publiques qui cherchent à conserver leur indépendance, à sécuriser leurs données et à construire des solutions fiables, comme expliqué en novembre dernier lors de l'annonce de sa dernière levée de fonds. Elle avait notamment réussi à sécuriser 467 millions d'euros, soit un joli pactole pour une start-up européenne. Les géants du cloud misent aussi sur l'Allemagne. Cherchant à investir le terrain, les géants du cloud ont récemment fait part d'annonces concernant nos voisins d'outre-Rhin. Ainsi, en octobre dernier, Amazon Web Services a promis d'investir 7,8 milliards d'euros jusqu'en 2040 en Allemagne, a-t-on appris par voie de communiqué. Dans les faits, elle va ouvrir sa première région dans le land du Brandebourg d'ici 2025. Celle-ci sera accessible à tous les clients, précise AWS. Microsoft n'a pas tardé à lui emboîter le pas, annonçant le 15 février dernier qu'il allait investir 3,3 milliards d'euros en Allemagne pour y augmenter de manière conséquente ses data centers dédiés au cloud et plus spécifiquement à l'IA. Le chancelier Olaf Scholz s'en est évidemment félicité, vantant une économie ouverte et une politique de commerce international unique au monde, rapporte l'agence de presse dpa. La décision de Microsoft est en partie due à sa volonté de se rapprocher de certains grands clients, comme le géant pharmaceutique et chimique Bayer ou le conglomérat énergétique RWE. L'arrivée d'un tel acteur pourrait changer la donne pour l'UE. À l'heure de la souveraineté et de la prise de conscience des entreprises concernant la valeur de leurs données et le besoin de protection liés, voir surgir des profondeurs un tel acteur prouve que devenir un acteur du cloud et européen n'est pas forcément chose incompatible. L'Europe se cherche encore un champion, multipliant au passage les initiatives comme Gaia X, alors que la solution semble pourtant toute trouvée du côté des entreprises, comme celle du groupe Schwarz. La question qui reste en suspens est la suivante: pourquoi s'entêter à développer une activité de toute pièce alors qu'un service sur étagère cochant toutes les cases semble plus approprié? L'entêtement de l'Union européenne à vouloir sa propre infrastructure cloud pourrait bien lui valoir d'être une fois de plus à la traîne en la matière. Shein et Temu continuent de s'affronter devant les tribunaux, à lire sur usinedigital.fr en date du 23 août. Vendre des produits venant directement de Chine à des prix minuscules est un business très lucratif et les plateformes leaders du secteur se livrent une guerre acharnée, y compris devant les tribunaux. Temu, filiale de Pinduoduo, dénonce les abus de Shein depuis 2 ans et ce dernier vient de riposter avec une plainte aux États-Unis. Shein et Temu se battent en justice sans répit depuis bientôt 2 ans. C'est Shein qui attaque cette fois-ci avec une plainte déposée le 19 août à Washington DC. Le roi de la fast fashion accuse la marketplace de s'être bâtie sur la vente de contrefaçons, le vol de secrets industriels, la violation de propriété intellectuelle et la fraude, rien que ça. Il avance également que Temu ne serait pas réellement une marketplace car elle contrôlerait les produits proposés par les vendeurs ainsi que leur prix. Ces 2 entreprises chinoises n'en sont pas à leur première slave légale. Temu s'est plaint dès 2022 d'une concurrence déloyale de Shein qui ferait pression sur les fabricants pour leur interdire de travailler avec son concurrent. Il faut dire que si Shein dispose aujourd'hui de sa propre chaîne logistique, il s'est établi comme un vrai retailer. Elle fonctionnait à la base comme Temu en revendant les produits de petits fabricants chinois en Occident. Elle est désormais en quête de respectabilité en amont d'une potentielle entrée en bourse aux États-Unis. Un business model
tout sauf durable, mais sa popularité auprès des jeunes, la fast fashion, qui consiste à commercialiser le plus rapidement possible des vêtements inspirés de la haute couture à très bas prix, est donc largement considérée comme un business non durable. Elle repose sur des vêtements de piètre qualité et donc produit d'énormes quantités de déchets, sans parler du fait qu'elle sursollicite la chaîne logistique et génère du CO2 en conséquence. Elle repose aussi sur des conditions de travail désastreuses et un contournement des frais d'importation pour garantir des prix au ras des pâquerettes. L'ironie des allégations de Chine contre Temu n'échappe donc à personne, d'autant qu'elle est elle-même sous le coup de nombreuses plaintes pour violation de propriété intellectuelle de la part d'entreprises comme Levi's, Uniqlo ou H&M. Si les deux rivaux s'écharpent à propos du marché nord-américain, à tel point qu'Amazon a développé une stratégie pour les contrer, elles font face à une réglementation plus stricte dans l'Union européenne avec le Digital Services Act. Comment Boulanger compte donner plus d'ampleur à ses services d'économie circulaire, à lire sur republicretail.fr en date du 28 août. À Pau, Boulanger a inauguré un magasin pilote en matière de RSE. Au-delà de sa conception, le point de vente théâtralise fortement ses offres de réparation et de location. Retour sur ce concept de nouvelle génération. Ici, c'est Pau, solidarité, performance, plaisir. Ce mantra affiché en grand dans les escaliers menant à la partie back-office du magasin résume la philosophie du nouveau magasin de Boulanger. Inauguré en décembre 2023, le tout nouveau point de vente marque un nouveau jalon dans sa stratégie retail de l'enseigne, puisqu'il sert de magasin pilote en matière de RSE, de la conception du bâtiment à l'offre en passant par les services. Nous avons investi une friche industrielle et nous avons réutilisé 100% des matériaux pour dépolluer le sol, se réjouit Luc Jaunet, directeur régional sud-ouest de Boulanger. Le bâtiment est aussi autosuffisant en électricité avec du photovoltaïque. L'isolation suit la norme RT200, tandis que les places de parking ont été conçues pour drainer l'eau et que le magasin a un éclairage LED adaptatif. En résumé, le must-have du moment pour baisser l'empreinte carbone du bâtiment. Une théâtralisation renforcée pour l'économie circulaire. Mais la démarche RSE de Boulanger ne s'arrête pas à la coque et l'enseigne a repensé son merchandising et sa théâtralisation pour accentuer son engagement et promouvoir ses offres et services d'économie circulaire, et ce dès l'entrée. Ainsi, une borne totem collecte les mégots de cigarettes, précisant qu'ils seront valorisés localement. Sur la vitrine, une affiche incite à réduire sa consommation d'énergie. À gauche de l'entrée et en face des caisses, un immense espace vient valoriser les offres de rachat, reconditionner, location et réparation avec la signature. Aujourd'hui, on peut aimer consommer comme avant, mais autrement. Certes, nous sommes à Pau et le mètre carré est certainement moins onéreux que dans les grandes villes, mais cet espace prouve bien le virage que souhaite prendre Boulanger. Dans les rayons, la diffusion des offres et services d'économie circulaire continue. Les clients peuvent aussi découvrir les produits de seconde vie directement. À côté des produits neufs et des messages sont disséminés un peu partout pour vanter l'abonnement plus que l'achat classique. La location de 12 à 36 mois progresse, mais cela reste encore très nouveau pour les consommateurs, précise Grégory Epting, directeur du site de Pau. C'est important que les vendeurs soient bien formés sur ce service pour le développer, et leur défi est aussi de récupérer tous les produits possibles, car nous avons aussi besoin de gisements pour proposer du reconditionné. Et Julien Hoët, directeur de la transformation durable data de Boulanger, ajoute: il existe bien plein de business différents avec l'économie circulaire, trouver les gisements des produits, les reconditionner et les revendre. En effet, si le reconditionné est bien installé dans la catégorie des smartphones, c'est moins développé pour le gros électroménager, par exemple. Pour inciter les clients à ramener leurs produits, Boulanger propose d'ailleurs de racheter les articles sous forme de bons d'achat. Il minimise ainsi le ticket d'achat et le retailer dispose d'un article à réparer. Une démarche locale et sociétale pour la réparation.
Sur ce service de réparation, Boulanger a mis en place toute une démarche locale via sa filiale Reconomia. Le concept, s'allier à des réparateurs locaux, voire former des gens à la réparation et développer un véritable partenariat autour de ce service. La boucle est bouclée, mais qu'en est-il du modèle économique ? Nous sommes toujours dans une phase exploratoire, indique-t-on chez Boulanger. On doit tester, regarder ce qui fonctionne et construire au quotidien le service. D'où l'intérêt de créer un magasin pilote qui pousse le curseur à fond sur le sujet pour estimer l'appétence client. Cette analyse passe par la mise en place de 12 nouveaux indicateurs de performance, dont 6 environnementaux et 6 humains. L'enjeu de structurer la data est nécessaire car on doit pouvoir mesurer et vérifier les avancées, conclut Isabelle D'Outrelon, directrice de la transition écologique de Boulanger. Et cela concerne tout le monde car nous devons collecter de nouvelles données et engager nos fournisseurs. IKEA déploie sa propre marketplace de seconde main à lire sur e-commercemag.fr en date du 27 août. Afin d'intégrer les bénéfices de la revente de ses meubles, l'enseigne suédoise IKEA déploie sa propre plateforme de seconde main, IKEA Reowned. Actuellement en phase de test à Oslo et Madrid, cette marketplace devrait voir le jour dans le reste du monde d'ici la fin de l'année. L'enseigne d'ameublement suédoise déploie donc cette plateforme de seconde main pour vendre ses meubles d'occasion. La marketplace IKEA Reowned est actuellement en phase de test donc à Oslo et Madrid, et ce jusqu'à la fin de l'année. L'objectif à l'issue de cet essai est d'ouvrir un site dédié dans tous les pays où est présente la marque. Les meubles IKEA se vendent déjà sur les plateformes d'économie circulaire externes à l'enseigne suédoise. eBay Le Bon Coin propose par exemple des milliers de ces produits dont les revenus échappent complètement à la marque. Ainsi, cette plateforme vient directement concurrencer les grands acteurs de la seconde main afin d'internaliser les achats de produits d'occasion. Pour renouer avec ses clients, l'enseigne veut proposer un système de bons d'achat en échange de la revente des meubles utilisés. La seconde main représentant près de 10% du marché de l'ameublement en France, ce système de réduction sur le neuf permettrait à IKEA d'attirer à nouveau certains clients en point de vente. La plateforme étant en phase de test jusqu'à la fin de l'année, il n'est pas exclu que l'enseigne revienne sur cette idée selon les résultats sur la période. Devenir une enseigne de service. Avec cette plateforme, l'idée d'IKEA est de poursuivre sa transformation vers une enseigne plus servicielle pour attirer une nouvelle clientèle en répondant à la forte demande de meubles et articles de décoration de seconde main et en facilitant leur achat. Toujours dans cet objectif, l'enseigne d'ameublement a mis en place dans l'ensemble de ses magasins des bornes libre-service Uptaka qui permettent, selon IKEA, de répondre à 6 fois plus de requêtes venant des clients qu'auparavant. Grâce à ces bornes, les collaborateurs de l'enseigne peuvent ainsi passer plus de temps à conseiller les clients sur des sujets complexes liés à l'ameublement de leur maison. Les bornes peuvent facilement être déplacées pour s'adapter à l'évolution du flux de clients en magasin. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.